Ravi de vous retrouver à la présentation de ce 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Les titres dans un instant. Grave incendie au centre-ville de Dakar. Un magasin qui vend du matériel électronique a pris feu. Les dégâts matériels sont importants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Ce mercredi, plus de 48 000 fonctionnaires ont choisi leurs représentants aux commissions administratives paritaires. Quelques irrégularités ont toutefois entaché le scrutin. Elle concerne des omissions de noms sur les listes définitives. A interpellé le directeur de la fonction publique, impute cette situation à une négligence des agents qui n'auraient pas pris le soin, selon lui, de vérifier leurs noms sur les listes provisoires. C'est avec amertume que les maîtres coraniques de Keur-Massar ont célébré la journée nationale du talibé. Les Serigne Dara revendiquent l'installation d'écoles coraniques modernes, une promesse que le chef de l'État leur avait faite. Vous les entendrez dans ce journal. Diamniadio, la ville de tous les espoirs, mais aussi de toutes les craintes, la mise en œuvre du pôle urbain n'a pas réussi à rassurer certains habitants qui se trouvent dans des coins assez enclavés de cette commune, sans eau, sans électricité et malgré les grands chantiers qui sortent de terre, ils demandent à l'État de prendre en compte leurs préoccupations. Enfin, dans le département de Linguère, une hausse sur le prix du mètre cube d'eau a engendré de vives tensions entre population et autorités. Ces dernières, qui ont refusé de payer leurs factures, se sont vues privées du liquide précieux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce grave incendie au centre-ville de Dakar. Plusieurs millions en fumée, du matériel électronique essentiellement. Le feu violent s'est propagé très vite et les sapeurs-pompiers ont mis des heures à l'éteindre. Les propriétaires de ce magasin, des Libanais, qui se trouvent à la rue Abdoukarim Bourgi, angle Moussé Diop, sont sous le choc. Pour le moment, on ignore la cause du sinistre. Une enquête a été ouverte. Ça y est, c'est fait. Les fonctionnaires ont voté ce matin pour choisir leurs représentants aux commissions administratives paritaires. Plus de 48 000 électeurs se sont inscrits sur les listes. Un vote qui s'est bien déroulé dans l'ensemble. Seul couac, eh bien, c'est au lycée mixte Maurice Delafosse où certains agents ont déploré l'absence de leur nom sur les listes définitives. Reportage Aminata Mbaresso, Tierno Laurent Mendy. C'est une élection particulière qui mobilise quelques 48 000 fonctionnaires inscrits sur les listes. Le temps d'un vote, ces fonctionnaires ont quitté les bureaux pour venir choisir leurs délégués. Et c'est une bonne chose que les enseignants soient bien représentés parce qu'il y a trop de syndicats dans le système éducatif. Et les revendications ne sont pas toujours bien prises en compte. Lorsqu'on siège dans les commissions, on siège pour les fonctionnaires qui sont dans le grade pour lequel on est élu. Mais par glissement, beaucoup de gens croient qu'ils siègent pour leur syndicat, le syndicat qui les a portés sur les listes. Et je crois qu'il y a une nuance à ce niveau-là. Au lycée de la Fosse, un des bureaux de vote, des enseignants, des acteurs culturels, entre autres fonctionnaires se sont retrouvés. Ils votent, même si certains d'entre eux n'ont pu le faire. Il y a certains collègues qui n'ont pas vu leur nom sur les listes. Si on prend les cas de Fimela, de Kumpentou, de Tambacounda par exemple, pour ne citer que ces exemples-là, nos camarades ont vu que certains de nos camarades avaient vu leur nom sur les listes électroniques et grande a été leur surprise, une fois dans les bureaux de vote, de constater que leur nom n'y figure pas. L'élection pour le choix des représentants dans les commissions administratives paritaires et conseils de discipline, un vote particulier et qui représente beaucoup pour le fonctionnaire. Cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire d'un syndicat. Et très souvent, on voit que c'est les syndicats d'enseignants qui s'agissent le plus ou bien qui s'organisent le plus autour de ces élections. C'est parce qu'ils ont plus d'intérêt que ces commissions-là se tiennent. Les avancements, la promotion de l'enseignant, il y a un impact financier. Les 48 000 électeurs sont répartis sur 264 bureaux de vote au niveau national. Ils devront choisir sur les 179 listes présentes. Pour ce qui est de la proclamation des résultats, le directeur de la fonction publique indique que cela se fera d'ici quelques jours. Et nous restons avec ce vote des fonctionnaires avec le même constat à Saint-Louis. Le vote s'est déroulé dans le calme. Toutefois, des irrégularités ont été notées. Elles concernent des agents qui se sont déplacés dans les centres de vote ce matin alors que leur nom ne figurait pas sur les listes officielles. Abou Ao est président d'un bureau de vote. Il nous en dit plus au micro d'Ousseinou Diop et Abib Sek.
Aujourd'hui, on a eu 9 votants sur des listes de corps groupés de 15 corps groupés, donc qui représentent 1 millier d'individus, mais malheureusement, on n'a eu que 9 votants ce matin. Bon, explication, peut-être que je dirais que l'information n'est pas très bien passée parce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir certains corps comme les greffiers, comme les agents de la judicature qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc peut-être que l'information n'a pas bien circulé. Dans le calme, il n'y a pas eu rush ici au niveau du bureau, vraiment il y a eu trop de calme d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent, qui cherchent leur nom sur les listes, mais malheureusement leur nom ne figure pas sur les listes. On est obligé de chercher sur l'ensemble des listes, mais malheureusement on ne les trouve pas. Il y en a qui ont aussi leur matricule depuis des années, qui croyaient être sur les listes, mais malheureusement tel n'est pas le cas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sur les listes aussi qu'on ne voit pas, peut-être au niveau de leur service, la dénomination en tant que telle ne figure pas sur leurs représentants. Par rapport à la représentation, exactement. Et puis, interpellé sur ces omissions qui ont privé certains fonctionnaires de leur droit de vote, le directeur de la fonction publique impute la faute aux agents qui, selon lui, n'auraient pas pris le soin de vérifier leur nom sur les listes provisoires après publication. Mohamed Mahmoud Diot est au micro d'Aminata Mbaresowa. L'explication est toute simple. Nous avons fait une publication provisoire des listes et une période a été définie et déterminée pour que les électeurs puissent venir vérifier eux-mêmes si leur nom, si des erreurs matérielles n'ont pas été commises sur leur nom ou s'il y a eu des omissions. Alors certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Donc il n'est pas étonnant que ceux qui ne sont pas venus, que leur nom ne puisse pas figurer sur la liste. Nous avons reçu au total pas moins de 1300 réclamations relatives à des erreurs matérielles ou à des omissions. C'est des réclamations que nous avons traitées et nous avons réajusté la liste en fonction de ces réclamations. Donc, pour me résumer, il y a eu une liste provisoire et une période contentieuse au cours de laquelle les gens sont venus déposer des recours. Ces recours ont été traités et sur cette base, nous avons stabilisé une liste qui a été la liste définitive qui est actuellement au niveau des bureaux de vote. Ce 20 avril est célébrée la journée nationale du talibé. Coup de projecteur sur le Dara Mamadou Bassirou Niang de Grand Dakar à l'occasion de cette célébration. Sur place, 2 chambres en baraque accueillent 21 talibés. Le maître des lieux affirme ne ménager aucun effort pour faire assimiler le Coran aux enfants. Fatima Ba et Modou Diop l'ont rencontré. Reportage. Au moment où certains talibés errent dans les rues de Dakar, ceux sous la tutelle de Mamadou Bassirou Niang étudient. Dans cette école coranique, on compte 21 talibés. Dans ce dara, les enfants étudient le matin jusqu'à 13h. Après, nous observons une pause. Ils vont aller manger pour le déjeuner. Après, nous reprenons à 15h. Cette école coranique, je l'ai héritée de mon père, raison pour laquelle je n'ose pas faire autre chose que ce qu'il faisait. J'assiste ces enfants de telle sorte qu'un jour, leurs parents ne regrettent jamais de les avoir amenés ici. Des enfants âgés de 6 à 15 ans venus d'un peu partout dans le pays. Ils sont logés dans 2 baraques à 15 000 francs le mois. Nous occupons cette maison depuis plus de 20 ans. Nous vivons dans les 2 chambres et nous payons chaque mois 15 000 francs. Tous les enfants logent ici. Ce sont mes enfants, mes neveux et autres. Des difficultés pour ce maître coranique, il n'en manque pas. Mais le plus important reste la santé de ses enfants. Quand ils tombent malades, nous payons cher pour leur santé. Ce 20 avril est célébrée la journée du talibé. Mais plusieurs d'entre eux ignorent même l'existence de cette journée qui leur est dédiée. À Keur-Massar, c'est dans la rue et en colère que les maîtres coraniques ont célébré la journée nationale du talibé. Devant la mairie de la commune, les Serigne Dara ont interpellé le chef de l'État sur une vieille promesse qu'il leur avait faite, la construction de 63 écoles coraniques modernes. Bassirou Gueye est le porte-parole de ces maîtres coraniques. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop.
Le chef de l'État tarde à procéder à la pose de la première pierre des 63 écoles coraniques modernes promises. Nous disons au président de la République qu'il est temps de matérialiser son engagement. Récemment, Macky Sall a démarré les travaux de l'Arène nationale de lutte. Je précise toutefois que nous ne sommes pas contre ce projet. Notre deuxième souci est motivé par le comportement de certains enfants de la rue qui se disent talibés. Pour mieux encadrer les enfants talibés, nous comptons les garder dans les écoles coraniques, mettre fin à la mendicité. L'État a péché, il a croisé les bras. Les autorités n'ont pas de considération qu'il faut à notre égard. C'est une erreur monumentale à corriger très rapidement. Pour régler certains problèmes, l'État nous doit d'abord respect et considération. Tout peut se gérer autour de la table de négociation. Et puis de Keur Massar, nous nous rendons tout près à Diamniadio plus précisément. Les habitants sur place ne veulent pas d'une commune à deux visages et pour cause. Au moment où d'importants chantiers sortent de terre, certains coins enclavés de cette commune sont toujours privés d'eau et d'électricité. Une situation que l'État est appelé à prendre en charge. Ousseinou Thiam, Biradiagne. Avec l'érection du pôle de développement de Diamniadio et la mise en œuvre de nombreux projets, les populations de cette localité attendent beaucoup de l'État. Dans certains quartiers, les habitants ne disposent ni d'eau potable ni d'électricité et l'accès reste difficile, surtout pendant l'hivernage. Vu les projets qu'il a prévus dans notre commune, la majeure partie, on entend beaucoup, mais ce qui est visuel, on ne l'a pas encore senti. Même la francophonie, on ne l'a pas encore senti. Bon, nous espérons beaucoup de l'État, surtout côté infrastructure, routière, même drainage des eaux pluviales et ainsi de suite. Certains quartiers qui n'ont pas d'eau, d'autres qui n'ont pas d'électricité, un plan d'aménagement type de Diamniadio. Il faut que l'État y travaille. Parce qu'on a besoin de l'électricité, de l'eau. On n'en a pas. C'est ça qui nous concerne très bien même. Pour faire quelque chose pour nous. C'est ça qu'on demande. Du côté de la municipalité, les autorités se réjouissent de cet important projet de développement urbain et gardent espoir de voir leur localité bénéficier d'infrastructures de base. Les projets, ils sont nombreux et nous sommes sûrs que le président de la République n'a pas oublié Diamniadio. C'est comme ça, c'est Diamniadio qui est actuellement la création et il y a énormément de projets, non seulement au niveau national mais même international. La vérité c'est ça, c'est qu'on ne peut pas tout mettre à Diamniadio et laisser tomber les collectivités qui sont à côté. Des populations qui ne veulent pas voir en face une ville moderne et un Diamniadio qui manque de tout, c'est-à-dire une localité à deux vitesses. Et autre localité qui souffre d'un manque d'eau, ce n'est pas à Diamniadio, mais plutôt à Lagbar dans le département de Linguère. Ce sont pas moins de 50 familles qui sont privées du liquide précieux. À l'origine de cette situation, une hausse du prix du mètre cube d'eau qui est passé de 250 à 300 francs. Les habitants ayant du mal à digérer cette augmentation se sont décidés à conserver le prix initial. Et bien, résultat, fermeture des robinets par les autorités. Mohamed Meng est porte-parole des populations. Ces propos sont recueillis par Modumbaya. Au moment même où je vous parle, nous avons un problème d'accès à l'eau. Imaginez, à cette température, au-delà de 45 degrés, on n'a même pas droit à l'eau. Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui là, vraiment pour montrer au peuple sénégalais qu'il y a des lieux au sein du Sénégal qui n'ont pas accès même à l'eau. Bon, ce qui s'est passé réellement, c'est juste, il y avait un Adjifor qui est là. Ils ont augmenté l'eau au-delà de 250 francs le mètre cube. Ils ont fait ça juste un petit matin pour dire aux populations de payer 300 francs le mètre cube. Sans consensus, sans AG. Bon, le jour de la coupure, vers 14h, il y a une voiture de la sous-préfecture de Douji avec des agents armés. Je crois bien que ce sont des gendarmes et même le sous-préfet lui-même et le monsieur le maire et le président Oussel qui sont venus directement au sein des populations pour leur dire que nous allons pour couper le robinet. Et puis, joint par téléphone pour avoir son avis, le sous-préfet de Dodji en question n'a pas souhaité réagir.
Thiarly, c'est dans la région de Thiès, a célébré son gamou annuel. La cérémonie religieuse a été l'occasion pour les populations de faire part de leurs doléances aux autorités. Ils réclament de façon très urgente l'électrification de leur village et la construction de pistes de production. Reportage sur place, Charanta Diop et Saïla Tir. Toute la zone de Thiarly allant de Kayara à Léona Gandiol était à Mboro pour le traditionnel gamou. Une occasion pour les acteurs économiques de la zone d'égrener le chapelet de leurs difficultés. Les récoltes pourrissent dans les périmètres maraîchers, faute de pistes de production. Les routes sont sablonneuses. Les producteurs n'ont même pas les moyens de sortir la production des périmètres maraîchers. Nous demandons à l'État de nous aider. Ces populations de Thiarly sont dans des difficultés. Selon elle, le littoral a toute son importance sur le plan économique avec la pêche, l'agriculture, les activités maraîchères. Mais il baigne dans des difficultés qui freinent son essor. Plusieurs villages ne sont pas électrifiés. Les agressions sont multiples. Plusieurs villages de Thiarly ne sont pas électrifiés. Un village comme Mborondendekat, les touristes viennent visiter les sites, mais ils sont souvent agressés. Il y a beaucoup de voleurs dans cette zone. Thiarly demande au pouvoir public de toute cette problématique dans le cadre du PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. Et nous reparlons de la suspension des licences aux chauffeurs de taxi, toujours au devant de l'actualité. Une pilule apparemment amère à avaler chez de nombreux transporteurs. Entre ceux qui affirment avoir contracté un prêt à la banque et d'autres qui se disent contraints de surseoir du coup à leur activité, les complaintes vont bon train. Les concernés demandent aux autorités de revenir sur leurs décisions. Nafissatou Silla, Diafaraba. Suspension de délivrance de taxi à la demande du syndicat des chauffeurs et propriétaires de taxi. Beaucoup ont applaudi cette mesure, mais certains d'entre eux n'apprécient pas la façon dont elle a été prise. Façon biñ ko taxawale bo mom d'accord ma parce que ñun ñoo demandé ñu arrêté ko. Certes, nous l'avons demandé, mais cela ne nous arrange pas. C'est fait à la hâte. Beaucoup ont peint leur véhicule en jaune et noir, mais n'auront pas de licence. Je suis dans cette situation qui est très compliquée. Je ne peux pas circuler sans licence. Beaucoup de chauffeurs sont dans la même situation que Gorasek et les complications sont encore plus sérieuses. Des cartes grises de taxis urbains sont délivrées et on a bloqué les licences. D'autres chauffeurs ont contracté des prêts et ont garé leur véhicule. Les banques, c'est sûr, n'auront pas pitié de nous. Autre remarque faite par ces chauffeurs de taxi, la mutation des licences des véhicules en panne. La solution, c'est de prendre les anciennes licences des taxis qui ne circulent plus et les affecter aux nouveaux taxis. Ils sont plus d'1 millier en panne, ça n'a pas de sens. Cela n'aura aucun effet sur le parc automobile. Il s'agit juste d'une mutation. Pourtant, lors des discussions avec le gouvernement, le syndicat des chauffeurs et propriétaires de taxis avait fait des propositions. Les chauffeurs dont les véhicules sont en attente de circuler espèrent plus que jamais leur validation. Et nous restons dans la circulation avec l'annonce de cette bonne nouvelle. Dans quelques semaines, un nouveau plan de circulation sera mis en place pour éventuellement désengorger certaines artères de la capitale sénégalaise. L'assurance est d'Alun Thiam, le directeur général du CETUD. Il s'est également exprimé sur la suspension de délivrance de licences de taxi dans ce reportage signé Chartidiane John. Pour désengorger Dakar, le CETUD prévoit un nouveau plan de circulation. Dès le mois de mai prochain, le CETUD va s'attaquer à l'axe Liberté 6 Boulangerie Jaune. D'autant plus que très souvent aussi c'est source d'accidents. C'est une réponse donc du ministère des Infrastructures, des Transporteurs et du désenclavement à ces problèmes récurrents de congestion et d'accidents de la circulation. Il y a des actions qu'on peut prendre tout de suite pour régler, améliorer les conditions de déplacement. Le traitement des points noirs est un point particulier. Les problèmes de bouchons que l'on constate à certains carrefours, on peut y apporter des solutions. La circulation des hippomobiles,
c'est des points sur lesquels on peut réfléchir, prendre des mesures tout de suite à la circulation des gros porteurs. Autre point soulevé au cours de la conférence de presse, c'est la suspension de délivrance de licences de taxi, une mesure qui fait couler beaucoup d'encre. Alioune Thiam rassure. Suspension provisoire dans la mesure où nous avons constaté que le texte qui régit justement cette délivrance des licences date de 1976 et n'est pas suffisamment, restrictif, parce que tout véhicule que vous présentez peut obtenir véritablement la licence. Mais la commission est habilitée à examiner toutes ces demandes de licence neuve comme de mutation. Et la mesure de suspension concernait tout cela. Étant entendu que le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a bien voulu accorder une dérogation pour purger, disons, ce stock en instance, toutes ces demandes vont être valablement instruites et examinées suivant les critères qui ont toujours prévalu jusqu'à présent. Face à la presse, le directeur du CETUD annonce un ambitieux programme pour définitivement mettre un terme aux embouteillages, notamment pendant les heures de pointe. La prolongation de la validité des cartes d'identité nationale jusqu'en fin 2016, une décision prise par les autorités et qui ne semble toujours pas entrer en vigueur sur le terrain. Nombreux sont les usagers qui se plaignent de la non-effectivité de cette mesure et pour cause, malgré la publication d'un communiqué relatif à cette mesure, ils n'arrivent toujours pas à effectuer des transactions dans de nombreux établissements financiers. Maïmouna Ndiaye, Diafaraba. Des opérations rejetées à cause d'une carte d'identité expirée, cet étudiant en a vu bien des cas. À force de constater, l'apprenant s'indigne. J'ai vu des cas pareils. Il y a des gens que, pour la première fois, s'ils déposent leur carte d'identité au niveau des commissariats de police, quelques temps après, ils reviennent pour changer leurs données. Et si cela est fait aussi, vous serez automatiquement rejeté parce que les données sont là-bas dans les machines. Vous serez automatiquement rejeté dans ce fait. Imagine-toi si vous allez, par exemple, dans d'autres frontières qui ne concernent pas du Sénégal, vous donnez des cartes d'identité, ça ne sera pas valable. Mieux, Mohamedou Konaté pense que l'État devrait prendre les devants. La responsabilité du gouvernement est engagée. Parce que normalement, si une carte d'identité n'est pas valide, on ne doit pas vraiment laisser les gens à utiliser ces cartes-là. Parce qu'une carte n'est pas valide, donc cette carte-là ne doit pas être utilisée à n'importe comment. Le gouvernement devrait anticiper. Celui qui a une carte qui n'est pas valide, il devait vraiment faire en sorte que ces gens-là puissent changer leur carte d'identité. Cet usager, lui, a de la chance. Avec son récépissé, il effectue des transactions. Avec mon récépissé, je fais toutes mes transactions. Dieu merci. Je donne le numéro tout simplement et c'est réglé. Malgré la mesure du ministre de l'Intérieur de prolonger la durée de validité des cartes nationales d'identité numérisées jusqu'en fin 2016, certains Sénégalais continuent de vivre un calvaire. Leur souhait que l'ensemble des structures concernées en prennent acte. Et puis, le saviez-vous, au Sénégal, un tiers des jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi après leur formation. Des statistiques qui poussent le chef de projet PSJ à inviter les jeunes à oser l'entrepreneuriat. Aminata Sall Diallo est convaincue que l'auto-emploi est capable de faire baisser le taux de chômage qui dépasse les 13% au Sénégal. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Abib Sek. Si on nous dit globalement le taux de chômage du Sénégal, on est à 13,4%. Quand on parle par contre de la non-insertion des diplômés de l'enseignement supérieur, c'est plus inquiétant. Parce que si nous avons un tiers de nos diplômés qui ne sont pas insérés, après autant d'investissements, après autant d'années de formation et d'enseignement, il y a de quoi être alarmé. Et c'est cela que nous voulons corriger. Ce n'est pas l'administration. Je ne sais pas ce qui attire ces jeunes vers l'administration d'ailleurs, mais ce n'est pas au niveau de l'administration qu'ils vont pouvoir s'enrichir, ce n'est pas au niveau de l'administration qu'ils vont pouvoir trouver des emplois. On est 14 millions de Sénégalais. Il y a combien de fonctionnaires? 150 000. Vous voyez, 150 000 sur 14 millions de Sénégalais. Il faut bien
bien que les gens puissent se dire qu'il faut qu'ils aillent vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous sommes en train de promouvoir. La menace terroriste au cœur d'un atelier organisé par le CORED, le comité d'observation des règles d'éthique et de déontologie, a voulu coller à l'actualité du moment en invitant citoyens mais aussi professionnels des médias à échanger autour de ce fléau. Les différents panélistes ont appelé à faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'actualité. Compte rendu signé Chartidiane John, Tcherno Laurent Mendy. Le comité d'observation des règles d'éthique et déontologie colle à l'actualité. L'organe d'autorégulation a consacré le 4e numéro de cas d'école à la menace terroriste. Le docteur Bakary Samb attire l'attention des uns et des autres sur le choix et le poids des vocables souvent utilisés par les professionnels des médias. Essayant de cultiver une certaine précision dans les terminologies qui sont choisies pour désigner les groupes, pour désigner les mouvements, parce que tout travers dans l'utilisation de ces terminologies-là, de ces termes, peut porter à confusion et puis pousser à une stigmatisation d'une religion particulière. Et ceci n'est pas le rôle premier du journaliste. Le colonel Abou Thiam de la DURPA invite les citoyens à collaborer avec les forces de sécurité. Nous devons cheminer donc ensemble pour livrer à tous ceux-là qui ont espoir envers ce que nous faisons, c'est-à-dire vous et nous encore une fois, la bonne information, l'information qui aiderait plus que jamais à stabiliser notre pays contre toute forme de menace, qu'elle soit en fait de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour le doyen Mamles Camara, en période de menace terroriste, personne n'est à l'abri. Il appelle les confrères à faire preuve de professionnalisme. Il faut éviter, comme nous le faisons très souvent, de développer des discours abstraits, généraux sur le terrorisme, sans avoir appris auparavant à le décrypter, à connaître ses modalités d'apparition, de fonctionnement. Et il faut que nous comprenions comment le terrorisme utilise nos habitudes pour mieux nous manipuler. Cas d'école, une initiative mise en place par l'organe d'autorégulation pour traiter des questions d'éthique et déontologique de quelque nature qu'elles soient. Cette information qui vient juste de nous parvenir, le professeur Abdul Aziz Kébé, islamologue, est nommé commissaire général au pèlerinage à la Mecque, un poste vacant après sa dissolution. Il remplace à ce poste le général Amadou Tidiane Dia. La nomination est intervenue en Conseil des ministres ce mardi. Inauguration du siège de la Cour pénale internationale au Royaume des Pays-Bas en présence de plusieurs personnalités. Une occasion pour maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice et par ailleurs président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de recommander aux représentants des Nations Unies d'écouter les préoccupations des Africains. Selon maître Kaba, c'est la flamme de l'espérance d'une justice universelle qui vient d'être rallumée. L'avocat a été le premier à prendre la parole devant un parterre de personnalités. Nous l'écoutons. C'est avec un grand honneur et une légitime fierté que je prends la parole devant cette auguste assemblée d'éminentes personnalités réunies et unies ce jour pour procéder à l'inauguration du siège de la Cour pénale internationale. C'est un jour historique. C'est aussi une journée d'espoir pour toutes les victimes des crimes de masse du monde qui ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction impartiale et indépendante. Une belle histoire à laquelle est associé mon pays, le Sénégal, premier État au monde à ratifier le statut de Rome, attestant ainsi son attachement aux valeurs essentielles de liberté, de démocratie et de respect de l'état de droit et des droits humains. Pays hôte, vous n'avez ménagé aucun effort pour que ces rêves ambitieux puissent devenir réalité. Il nous faut enfin développer la complémentarité pour que les différents systèmes juridiques et judiciaires nationaux aient la pleine capacité de juger les accusés sur la base des normes et garanties internationales, en rappelant que la Cour
est une juridiction de dernier recours pour assurer aux victimes le droit à la justice. Sur ce droit ne peut s'exercer in situ sur le plan national. Hors de chez nous, l'actualité internationale, c'est en 3 titres la France qui a rendu hommage à ces 3 soldats tombés sur le champ d'honneur au Mali. Le Cameroun qui a saisi et brûlé 6 tonnes d'ivoire. Mais d'abord, on commence par le Bénin où le nouveau président Patrice Talon et l'ancien Yahi Boni ont fumé le calumet de la paix grâce aux interventions des présidents de la Côte d'Ivoire et du Togo. Le récit est signé Daniel Diouf. La hache de guerre enterrée entre le nouveau président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Yahi Boni, les 2 hommes qui se succèdent, une réconciliation initiée par leurs homologues togolais Faure Gnassingbé et l'ivoirien Alassane Ouattara. En huis clos de plus de 4 heures à la résidence privée du président Ouattara, à l'issue de cette rencontre, Thomas Yahi Boni a déclaré que Patrice Talon et lui étaient des amis et le resteront toujours dans l'intérêt du peuple béninois et de la sous-région. Rappelons que Patrice Talon avait largement financé les campagnes de Thomas Yahi Boni en 2006 et en 2011. Mais c'est en 2012 que les 2 hommes ont fini par se brouiller quand a éclaté à Cotonou une affaire de tentative d'empoisonnement du chef de l'État dont Patrice Talon a été accusé d'être l'instigateur. À l'époque, l'entrepreneur était déjà poursuivi au Bénin dans des affaires de malversation et il avait fui son pays avant d'être arrêté puis libéré en France. Le Cameroun qui a procédé à la destruction d'une cargaison d'ivoire saisie mardi à Yaoundé, 6 tonnes d'ivoire qui ont été brûlées, une première dans ce pays d'Afrique centrale régulièrement victime du braconnage. Au moins 1000 éléphants tués selon le représentant du Fonds mondial pour la nature au Cameroun. Pour faire face à des braconniers de plus en plus lourdement armés, le Cameroun a déployé sur le terrain plus de 1000 éco-gardes désormais équipés d'armes, appuyés par les forces de défense. 30 000 pachydermes sont tués chaque année en Afrique. Leurs défenses sont acheminées vers la Chine et l'Asie du Sud-Est, où le kilo d'ivoire coûte près de 1 000 €. Enfin, un hommage national a été rendu ce mercredi dans la cour des Invalides à Paris aux 3 soldats français morts au Mali. François Hollande était accompagné du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, le président français qui a rendu hommage individuellement à chacun des soldats avant de leur remettre la Légion d'honneur à titre posthume. Après la cérémonie, François Hollande s'est entretenu avec les familles des 3 soldats. La page des sports avec du football, 16e de finale de la Coupe du Sénégal. L'US Ouakam, la Ligue 1, bat Assur de Richard Toll, National 1, sur le score de 2-1. Une qualification en 8e de finale logique selon l'entraîneur des Ouakamois. Malik Daf, ses propos sont recueillis par Chersadi Boudiara et Younous Diatta. Ça a été un très bon match où en première période, les 2 équipes ont essayé de jouer au ballon. C'était une bonne première période, mais malheureusement, il n'y a pas de but de part et d'autre. Le match était un peu campé au milieu de terrain. Mais en deuxième mi-temps, les correctifs qui ont été opérés, on a pris un but sur une erreur défensive. Après avoir poussé les gosses et les changements qui ont été après, on a réagi, on a remis les pendules à l'heure. Et on a continué à pousser, à prendre le ballon, à tenir le ballon. Et sur notre temps fort, on a marqué le 2e but. Mais c'est comme ça le football. Et de jouer les matchs les uns après les autres, essayer d'aller le plus loin possible. C'est ça mon objectif. En tout cas, chaque match, je le prépare comme je dois le préparer. Et quel que soit l'adversaire qui sera en face de moi, j'essaierai toujours de gagner pour essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, ravi de vous avoir présenté ce journal qui est à présent terminé. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit, l'info qui continue sur le site www.gfm.sn. Et tout de suite, la suite de vos programmes sur votre chaîne préférée. C'est avec Chérif Diop dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. On te retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir à vous chers téléspectateurs. Restez avec nous dans un instant. Mangoura Khan pour l'invité du 20h. A tout de suite.